La parole est à présent à Monsieur François Ruffin pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait que les efforts soient justement répartis. Mais c'est tout le souci, parce que c'est très mal parti. C'est très mal parti. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, si jamais vous montez à la tribune et que vous avez une épiphanie, que l'ange Gabriel Zuckman, vient se poser sur votre épaule et vous dit « il faut maintenant que dans notre pays, les petits payent petits et que les gros payent gros », il faut maintenant que les milliardaires payent au moins autant d'impôts en proportion que leurs secrétaires, je serai le premier dans cet hémicycle à me lever pour vous applaudir. Et j'ai chiffré ça, j'ai dit voilà, vous demandez 30 milliards d'euros, eh bien il y a 15 milliards d'euros à prendre sur les grandes fortunes de notre pays. Je vois, monsieur Lescure, monsieur le ministre de l'économie, que vous faites non de la tête. Mais 15 milliards d'euros, Bernard Arnault, en une journée, c'est 14 milliards d'euros. Les grandes fortunes, c'est 285 milliards d'euros en une année de crise Covid, pendant que les Français étaient confinés et que pour un certain nombre, ils mouraient, que c'était les hôtelières de ville, les caissières et les infirmières qui tenaient le pays debout. Et qu'importe les moyens de la taxe Zuckman, du relèvement de la flat tax, de l'imposition des grandes transmissions, la fin des sociétés écrans, mais qu'à la fin, on arrive à 15 milliards d'euros. Je le dis pour vous et je le dis aussi pour nos camarades socialistes. À la fin, il ne faut pas que ça soit, non pas même une souris qu'on nous fasse passer pour une montagne, mais une crotte de souris qu'on nous fasse passer pour une montagne de justice fiscale, quand dans le même temps, vous allez aller taper sur les malades de longue durée, sur les salariés jusque leur chèque vacances et leur ticket restaurant, ou encore plus grave, à mon sens, sur des personnes en grande fragilité comme les personnes en situation de handicap. Donc, on ne doit pas sortir de ce premier volet des recettes du budget avec quelque chose qui se chiffre à quelques milliards d'euros. Il doit y avoir une somme conséquente qui doit sortir d'ici, sinon ça ne sera pas acceptable pour le pays. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Tristan Lahaye pour le groupe écologiste. Bien, merci madame la présidente, chers collègues. Le groupe écologiste et social travaillera, défendra tout au long de l'examen de ce budget des impôts qui soient relevés à hauteur de ce qu'ils peuvent payer des plus riches, et en particulier pas simplement sur les flux, mais également sur les stocks, le patrimoine. Ça a été dit à de nombreuses reprises ces derniers jours. Mais ce n'est pas pour autant que nous abandonnons ce que sont les grands impôts progressifs qui fonctionnent sur les flux, et en particulier l'impôt sur le revenu, qui doit pouvoir permettre effectivement de financer le déficit public, mais également et surtout nos services publics qui en ont fort besoin. D'ailleurs, à ce propos, je m'étonne que le Rassemblement national critique du soir au matin l'imposition par principe et la fiscalité comme étant le mal de nos sociétés. Nous avons plus que jamais besoin d'une fiscalité juste et progressive. Mais je veux dire que le projet de loi de finances que vous nous proposez, notamment après l'article 2, intéresse l'impôt sur le revenu indistinctement des ménages, de leur situation modeste ou moyenne. Et nous considérons qu'il est au contraire urgent de protéger les plus modestes de nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons véritablement au dégel des premières tranches de l'impôt sur le revenu, et qu'en contrepartie, nous considérons que les plus aisés, les plus fortunés peuvent payer davantage, et nous appellerons au cours des débats une augmentation des points du taux de l'impôt sur le revenu sur les dernières tranches. Nous soutenons également la pérennisation de la CDHR, puisque nous avons observé l'année dernière que des mécanismes d'optimisation en raison de sa durée limitée dans le temps avaient minoré son rendement. Donc nous appelons à la pérennisation de cette contribution. Et enfin, nous nous battrons évidemment contre l'ensemble des crédits d'impôt qui favorisent l'accumulation des richesses et des cavaliers législatifs qui aujourd'hui désignent les associations lanceuses d'alerte alors que ce sont des sujets qui n'ont rien à voir dans le débat fiscal. Merci beaucoup. La parole est à madame la présidente Cyrielle Châtelain. Je vous remercie, madame la présidente. Déjà, je voudrais rassurer monsieur Ciotti et monsieur Kasbarian sur les faits. J'ai compris que c'était une grosse inquiétude chez vous, mais s'il y a bien quelque chose pour laquelle la France reste une terre d'accueil, c'est les milliardaires. Il y a 147 milliardaires en France, 128 en Allemagne, 43 en Suède. Nous sommes les champions d'Europe de l'accueil des milliardaires. Donc,
Et le problème, et pourquoi est-ce qu'il faut les mettre à contribution, c'est que s'ils restent en France, c'est qu'ils s'y trouvent bien et qu'ils peuvent continuer à accumuler leurs richesses. En 6 années, les 5 familles les plus riches de France, vous connaissez leur nom, c'est Arnaud, Bettencourt ou Saadé, ont vu leur patrimoine boursier augmenter de 400%. 400% d'augmentation, alors que dans la même période, le salaire des Français a augmenté de 8%. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut les mettre à contribution, parce que pendant 6 ans, ils ont continué à accumuler du patrimoine. La deuxième chose, c'est, vous avez parlé du fait qu'il y ait des prélèvements obligatoires qui soient élevés en France. Eh bien, je vous le dis, moi j'en suis fière. Je suis fière d'appartenir à un pays qui a décidé d'un principe simple, c'est qu'il fallait sociabiliser les risques, c'est-à-dire que chacun contribue à la hauteur de ses moyens pour que personne ne se retrouve seul en cas de maladie, en cas de chômage ou en cas de retraite. Ce qui se passe dans les pays où il n'y a pas ce système de prélèvement obligatoire, si on prend les retraites par exemple, ça s'appelle la capitalisation. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens, ils capitalisent et ils ont des bonnes retraites, et ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien en fait, à la fin, ils n'ont rien. Au final, ça coûte plus cher aux personnes qui capitalisent et ça permet d'avoir des moins bonnes retraites pour les autres. Donc oui, aujourd'hui, ce qu'on dit avec cette contribution, c'est que chacun doit contribuer à la hauteur de ses moyens pour continuer à avoir la France de la solidarité, la France qu'on aime. Merci beaucoup, Madame la Présidente Chatelain. Nous avons ensuite des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Le premier, le 2099, qu'il défend. Madame Mercier, allez-y. Merci Madame la Présidente. Alors, la CDHR, quand même, c'est ce qu'a dit Monsieur Mattei, c'est quand même une disposition de justice fiscale qui est intéressante. C'était quasiment la seule mesure intéressante du PLF 2025, donc franchement, il faut vraiment en parler et la poursuivre. Juste se dire une chose, c'est qu'en France, 10% des plus riches perçoivent 24% des revenus. Et 10% des plus pauvres perçoivent 3% de l'ensemble des revenus. Et en même temps, on a des taux de contribution et d'imposition qui diminuent plus on est riche et moins on paye d'impôts. Donc ça, tout le monde l'a dit, c'est-à-dire concrètement, pour les ultra-riches, ils payent 2 fois moins d'impôts que la moyenne des Français. Et cette CDHR, elle permet quoi? Je rappelle quand même que pour rentrer dans la CDHR, c'est à partir de 250 000 € de revenus pour une personne et 500 000 € pour un couple. Donc, quand M. Renault dit « moi je représente le peuple et j'en ai marre de payer des impôts », bah là il représente les ultra-riches, 10% du peuple. Hein. Et donc, cette CDHR, c'est un vrai mécanisme de solidarité fiscale qui permet de corriger les avantages fiscaux dont bénéficient les contribuables à très haut revenu. Alors nous proposons dans cet amendement non seulement de la mettre à 30% au lieu de 20%, mais surtout de la pérenniser. Parce que son manque de rendement cette année, il est lié au fait qu'elle n'est pas pérenne, qu'elle reste exceptionnelle et qu'elle permet encore d'être contournée. Et même 1,2 milliard d'euros, qui est le rendement affiché pour 2025, même 1,2 milliard d'euros, moi je suis désolée, je prends, surtout si on peut l'améliorer, compte tenu de nos déficits et de l'état de notre budget, 1,2 milliard d'euros, voire plus, c'est intéressant, donc pérennisons-le. Je vous remercie, Madame la députée. J'ai ensuite des amendements identiques. Monsieur Brun pour l'amendement 628. Merci, Madame la Présidente. En entendant tout à l'heure les contempteurs de cette contribution différentielle sur les hauts revenus, dont je rappelle qu'elle a été créée par Michel Barnier, dont je veux saluer ici la présence. Les contempteurs disaient qu'elle ne rapportait finalement pas assez. Eh bien, comme le propose Estelle Mercier, augmentons donc son taux, puisque comme c'est une taxe différentielle, on se rend compte qu'elle est très vite atteinte. Et donc, augmentons son taux pour obtenir davantage de rendement. C'est ce que propose l'amendement Mercier. Et pérennisons-la dans le temps. C'est ce que propose le présent amendement. Je vous remercie. Madame Simonet pour l'amendement identique. Merci Madame la Présidente. Écoutez mes chers collègues, on est quand même dans ce budget vraiment sur une injustice fiscale sans borne. Quand on réalise que les plus riches vont contribuer avec ce budget 2 fois moins que dans le budget de l'an dernier, est-ce que c'est ça la rupture? Et avec cette contribution sur les hauts revenus, sachez qu'il s'agit moins de 1% les plus hauts revenus dont on parle. Et là, quand il y a une contribution différentielle sur les hauts revenus, elle n'est que ponctuelle, elle est exceptionnelle. Et par contre, quand les petits s'en prennent plein la tronche, là c'est pérenne.
Parce que la casse des services publics, de l'école, de l'hôpital public, c'est pérenne. Quand vous décidez de mettre en place des franchises médicales, c'est pérenne. Quand ça ne vous suffit pas, alors que nos administrés ont du mal à soigner leurs dents, vous inventez des nouvelles franchises dentaires pérennes. Alors ça suffit. Est-ce qu'on fait taxer les riches ou est-ce qu'on tape sur les petits? Voilà le résumé du débat qu'on doit avoir entre nous. Et vous, visiblement, vous choisissez votre camp. Alors, soit vous assumez enfin la rupture, soit vous assumez enfin des compromis, et donc vous rendez à minimum cette contribution pérenne et retravaillez à la question de la taxe Zuckman. Parce que là, on touche à très peu de choses. Alors qu'avec la taxe Zuckman, là, on s'attaque véritablement au patrimoine, aux biens professionnels. Et il est enfin essentiel de faire une rupture pour de la redistribution des richesses. Je vous remercie. Dans cette discussion commune, maintenant, nous avons l'amendement de M. Mattei, le 3358. Bien, merci Madame la Ministre. Par anticipation, a dit qu'elle émettrait un avis de sagesse sur cet amendement. Bon, simplement, c'est pour la pérenniser, mais effectivement, lorsque les comptes de la nation sont revenus à un seuil de moins de 3%, mais ça n'empêche, je voudrais quand même rappeler, parce que c'est une discussion qu'on avait eue lorsque la flat tax a été mise en place, je rappelle qu'un dividende, quand il est distribué, avant, l'entreprise qui le distribue a payé l'impôt société à 25%. C'est 25 plus la taxe. Et donc, quand on fait des calculs, on arrive là, je pense, à un équilibre entre la contribution du revenu du travail au budget de l'État par rapport à la contribution du revenu du capital au budget de l'État. Donc, il s'agit d'une mesure, je pense, équilibrée, qui met de côté, on avait eu des discussions, je me souviens, M. Tanguy, sur la flat tax à 33. Là, ça répond à cette attente. Je crois que c'est une mesure de bon sens. Effectivement, il faut qu'elle soit pas bloquée sur un an, parce qu'il y a des effets d'évitement. Hélas, je dirais, la nature est ainsi. Ça permettait d'attendre. Donc là, on aura une rentabilité beaucoup plus forte, Monsieur Lecoq, puisque là, elle ne sera pas limitée dans le temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Sur l'amendement suivant, le 2280, qui le défend? Allez-y. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, tout à l'heure, dans votre propos liminaire, vous nous avez dit derrière chaque ligne budgétaire, il y a des choix politiques, une vision, nous en convenons. Mais surtout, derrière chaque ligne budgétaire, il y a des vies. Et lorsque vous divisez par deux la contribution dans ce budget des plus riches et des entreprises faisant passer à 10,5 à 4,2, c'est des vies que vous abîmez. Parce que derrière, et les deux choses sont liées, c'est l'année blanche, c'est les coupes budgétaires sur les malades, sur les plus précaires. Et nous serons au combat sur ce budget au nom de toutes ces vies que vous allez abîmer avec ce budget. En instaurant la CDHR, vous admettez en fait que les plus riches ont bien un rôle dans le rétablissement de nos comptes publics, vous admettez bien qu'ils ont un rôle dans la solidarité nationale. Mais alors pourquoi arrêter tant que vos objectifs ne sont pas atteints? Par cet amendement, on vous propose simplement d'être cohérent avec vous-même et de maintenir la CDHR jusqu'à temps que le déficit ne soit pas en dessous de 3%. Et disons que nous ne prenons pas trop de risques. Nous savons que le chiffre des 3% est un totem absurde dont même les créateurs admettent l'absurdité. Néanmoins, c'est un chiffre que nous n'avons pas respecté depuis 2007 et que surtout, vu la gabegie budgétaire que vous organisez depuis l'arrivée de Macron au pouvoir avec ses cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises, nous n'avons aucune chance d'y arriver tant que vous êtes au pouvoir. Et si c'est nous qui y sommes, disons que la CEHR perdra son E et se pérennisera. Je vous remercie, Madame la députée. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur ces amendements en discussion commune? Madame la Présidente, donc le 2099 et le 628, Madame Mercier et Monsieur Brun, la Commission ne les avait pas étudiés, mais en fait, ils augmentent cette taxe, je donne à titre personnel, donc un avis défavorable. Le Simonet et le Mattei avaient eu un avis défavorable de la Commission. Je précise que le Mattei, en fait, c'est un problème de rédaction, d'alinéa, qui n'est pas le bon. En revanche, le Feld avait eu un avis favorable de la Commission. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement? Comme je vous l'avais indiqué, sagesse sur le Mattei, défavorable sur tous les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. J'ai quelques demandes de prise de parole. Madame Maximi.
Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais rebondir sur ce débat qui est fort intéressant et rappeler aussi que l'année dernière, la pérennisation de cette contribution avait été adoptée ici même à la majorité dans l'Assemblée nationale et le 49.3 l'avait balayé d'une main. Donc, pour éclairer un peu nos débats, ce serait intéressant de revenir sur cette violence qu'avait représenté le 49.3 et d'adopter aujourd'hui la pérennité de cette contribution. Il y avait plusieurs aussi questions sur ce que va rapporter cette contribution, parce que ce n'est pas très clair. Souvent, avec vous, vous annoncez des chiffres assez hauts, pas suffisamment hauts pour nous, mais en tout cas pour rassurer les gens dans le débat. Et quand on prend, par exemple, des contributions, notamment celles sur les rentes des énergéticiens, qui devaient rapporter, je le rappelle, quand même 12 milliards d'euros, le résultat était moins d'1 milliard d'euros. La taxe sur les super-profits, ça devait être 200 millions. Finalement, c'est 70 millions. Donc, quel est le chiffrage réel de cette contribution? On aimerait bien le savoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un débat qui va être le fil rouge de ce PLF. C'est que les inégalités sous votre mandat, les 2 mandats de Macron, n'ont fait que s'aggraver, et notamment ces dernières années. Et ça, c'est important de l'avoir en tête et de le rappeler parce que vous allez encore une fois être du côté de la défense des ultra-riches avec vos alliés du Rassemblement national sur cette question. Pourtant, de l'argent, il va falloir aller en chercher parce que, je le redis, nous le redisons, nous avons un problème de recettes. Et d'augmenter et de pérenniser cette contribution permettrait d'apporter des solutions sur les recettes. Je voudrais quand même ajouter, et ça a été dit par d'autres collègues, mais c'est important dans les débats parce que quand vous en prenez aux classes populaires et aux classes moyennes, quand vous faites la réforme de l'assurance chômage, c'est jamais temporaire, c'est jamais ciblé finement sur les gens, c'est toujours avec brutalité et toujours de manière définitive. Par contre, quand on parle des grandes fortunes, là, il faudrait être doux, délicat, faire attention, ciblé, temporaire. C'est insupportable. Vous en prenez toujours aux mêmes et vous épargnez toujours les mêmes. Et je vais profiter peut-être de ma prise de parole pour prendre des nouvelles aussi des échanges qui ont lieu entre le bloc central et les collègues socialistes, parce que la question de taxation des grandes fortunes, elle nous concerne. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Midi. Ouais, mais... Temps de parole équivalent pour tout le monde. J'ai encore 2 prises de parole, Monsieur Ruffin, puis Monsieur de Courson, et puis Madame la ministre, et nous passerons au vote. Monsieur Ruffin. Oui. Nous voterons bien sûr la pérennisation ou le prolongement de la CDHR. Maintenant, cette mesure ne doit pas cacher la forêt de l'injustice fiscale. Et je me souviens dans cet hémicycle, au moment de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, de M. Darmanin, ministre des Comptes publics à l'époque, qui venait nous dire le problème de l'ISF, c'est que ça touche les millionnaires, mais ça ne touche pas les milliardaires. Ce qui est proposé là, ce soir, c'est la même chose. On a un impôt qui touche en effet des gens qui ont un train de vie confortable, 500 000 € de revenus en couple, mais on ne touche pas les milliardaires. Et la question fiscale est aujourd'hui concentrée sur l'extrême sommet, sur les 500 fortunes qui possédaient l'équivalent de 6% du PIB il y a 30 ans, 20% à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, et aujourd'hui plus de 40%. Et cette mesure ne doit pas nous faire échapper à cette question centrale. Ça ne doit pas servir d'alibi face à l'injustice, mais face à autre chose. C'est que, chers collègues, vous devez vous placer dans une démarche de responsabilité. Et une démarche de responsabilité, quand on a un déficit comme jamais, et que c'est vous qui l'avez creusé, ça veut dire que dans cette première partie du budget sur les recettes, vous devez, pendant les semaines qui arrivent, aller chercher des dizaines de milliards d'euros de recettes. C'est une nécessité. Or, on sait où se concentrent les grands patrimoines. On sait pourquoi ils ne paieront pas cet impôt-là. Bernard Arnault, 3 milliards d'euros de dividendes, pas 1 euro d'impôt là-dessus. Pourquoi? Parce que tout est caché dans des sociétés écrans. Mais la même chose pour Hermès, la même chose pour la famille Bettencourt sur L'Oréal. Et donc la question aujourd'hui, c'est pas ça, c'est comment on va taxer le sommet du sommet du sommet du sommet. Et ça, vous ne le traitez pas pour l'instant. Je vous remercie, Monsieur le Président de la Commission et Madame la Ministre, dans l'ordre que vous souhaitez. Non, je voudrais répondre à Monsieur Midi parce que, en fait, est en train de se rejouer quelque chose que j'ai vu en commission, un peu revival, quoi. C'est-à-dire qu'on revit 2017 au moment du macronisme. Oui, mais moi, je parle mal l'anglais, j'assume.
Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au moment du macronisme, voilà, comme ça fait exotique, c'est pas très grave. Au moment du macronisme triomphant et naissant, où on nous disait libérons les énergies, avant la suppression de l'ISF, avant l'imposition d'un flat tax qui est le bouclier social du capital. Et du coup, le bilan, on le connaît. Multiplication par 2 des dividendes du CAC 40, le fait que l'État manque de 60 milliards de recettes par an et que le patrimoine des ultra-riches a doublé. Alors, à partir de là, moi, je vous propose qu'on fasse un bilan, non pas sur 20 ans, mais sur 8 ans. Alors, est-ce que tout ça a créé des salaires? Non, ça les a diminués. Est-ce que tout ça a créé des emplois? Non, le chômage est en train de remonter. Est-ce que tout ça a créé de l'investissement? Non, l'investissement privé est en berne. Est-ce que tout ça a créé des entreprises? Si on exclut les auto-entrepreneurs, elles ont baissé. Est-ce que tout ça a créé des pauvres? Oui, la pauvreté a explosé. Est-ce que tout ça a dopé la consommation intérieure? Elle recule. Donc oui, faisons le bilan. En fait, ce que vous proposez, c'est que vous avez mis en place une politique qui échoue et vous nous dites ce n'est pas assez, il faut le continuer. Alors je vais vous dire quel est le terme de tout ça. C'est la politique de M. Milei. Et M. Milei, il est en train de tomber dans une catastrophe à tout niveau. Mais si, c'est ça l'objectif. Toujours plus. Voilà, il n'y a pas... Monsieur Midi, il n'y a pas de demi-mesure. Vous continuez plus loin une politique qui échoue. Donc il serait peut-être temps d'essayer autre chose. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez la parole. Alors, merci Madame la Présidente. J'ai entendu des mots qui ont été prononcés sur la fiscalité qui me semblent être, je crois, pas à la hauteur de ce qu'on fait aujourd'hui. Prélever l'impôt, c'est pas tondre les Français. Prélever l'impôt, c'est pas racketter les Français. Je pense que nous devons collectivement avoir des mots adaptés au débat que nous menons. Nous pouvons considérer, sur certains bancs, que certains voudraient qu'il y ait plus de contributions de certains. D'autres en voudraient moins. Mais utilisons des mots qui correspondent à ce que nous faisons, par respect pour les Français et par respect pour nous-mêmes dans ce débat. Monsieur de Courson, quelques éléments. Quand vous étiez l'année dernière, en 2024, en train de débattre du budget 2025, la proposition de CDHR était que les contribuables paieraient en 2025 la différence sur la base de ce qui aurait été constaté sur l'année 2024. Or, la censure est arrivée. Et donc, il y a eu une coupure entre 2024 et 2025 et un certain nombre de contribuables, entre le moment où la censure est intervenue et le 31 décembre, se sont dit qu'il était le bon moment de se distribuer assez massivement des dividendes qui échapperaient donc à la CDHR en 2025. Ce qui explique que le rendement attendu de 2 milliards n'a pas pu être constaté puisque beaucoup de dividendes ont été versés en 2024 au titre donc de l'exercice 2024. Dorénavant, la CDHR qui est proposée se fait sur l'année en cours. Donc la CDHR 2025 se fait sur le constat de l'année 2025. Et les contribuables sont invités, par un acompte au mois de décembre, de verser la différence de ce qu'ils estiment être ce qu'ils auront payé en impôts pendant l'année et 20% de leur revenu fiscal de référence. C'est pourquoi le rendement est passé de 2 milliards à 1,4 milliard pour 2025, puisque la masse de dividendes qui a été distribuée fin 2024 n'est plus imposable au titre de la CDHR. Pour 2026, nous avons une prévision prudente, comme dirait le HCFP, de 1,5 milliard. Voilà, monsieur le député, l'explication assez simple du fonctionnement de cet impôt, qui, je crois, a une vertu, non pas de résoudre tous les débats que nous aurons sur les enjeux patrimoniaux et de redistribution, mais de nous assurer que dans notre pays, quand on a plus que 250 000 euros de revenus, quand on est en seul, ou 500 000 quand on est en couple, le taux moyen d'imposition, moyennant les ajustements liés à la situation de famille, est bien d'au moins 20%. Merci Madame la Ministre. Nous allons mettre successivement ces amendements en voie. Donc, le 2099, il fait l'objet d'un scrutin public. Double avis défavorable, commission, gouvernement. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 337 exprimés, 334, majorité 168 pour, 156 contre, 178. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Ensuite, nous avions des amendements identiques, le 628 et le 3076. Vote à scrutin public également. Double avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 335, exprimé 330, majorité 166, pour 152, contre 178. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'amendement suivant, le 3358, qui a fait l'objet d'un avis de sagesse du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 338, exprimé 333, majorité 167, pour 259, contre 74. L'Assemblée nationale a adopté. Et donc ça fait tomber l'amendement suivant. Et donc nous en sommes maintenant à l'amendement 1467 qui va nous être présenté. France Insoumise, Madame Lejeune. Madame Feld. Merci Madame la Présidente, merci. Donc cet amendement, il vise également à pérenniser ce CDHR. Je ne comprends pas d'ailleurs. On a entendu beaucoup de choses. Alors, Madame la Ministre, vous parlez d'un principe de stabilité budgétaire, ce qui paraît un petit peu étonnant parce qu'on est en train justement de discuter, de voir comment on peut bouleverser un petit peu ce budget. Donc, si on part du principe qu'il faut le laisser dans le même état que dans celui dans lequel vous nous l'avez donné, on n'est pas très bien parti. Ensuite, vous avez parlé de la censure, hein. Mais en fait, la censure, elle n'a strictement rien à voir. À partir du moment où vous mettez une contribution différentielle qui n'est pas pérenne, évidemment que tous ceux qui peuvent faire basculer des plus-values, différer, je veux dire, leur plus-value à un moment après, évidemment qu'ils vont le faire. Donc forcément, le rendement attendu n'est pas celui qui arrive. Et c'est bien une des raisons pour lesquelles on veut pérenniser cette contribution. On a un problème de recettes dans ce pays. Vous vous obstinez à dire qu'on a un problème de dépenses, mais ça fait 10 ans que les dépenses, elles n'ont pas bougé et que les recettes, elles plongent. Donc il faut bien se rendre à l'évidence à un moment donné que votre budget n'a aucun sens. Il faut relancer la consommation populaire, il faut augmenter les salaires, il faut relancer l'économie en allant chercher la contribution chez les plus hauts revenus. J'ai entendu M. Berger parler de délire fiscal, mais là on n'est même pas dans un délire fiscal, on parle de contribution. On parle de quoi? On parle simplement d'arriver enfin dans ce pays à respecter le principe constitutionnel de l'impôt. C'est-à-dire que chacun doit payer en fonction de ses moyens. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire avec cette contribution. Et on y reviendra. Après, on a entendu parler de compromis. Il y a des choses sur lesquelles il n'y aura pas de compromis. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur général, votre avis? Merci Madame la Présidente. Bon, écoutez, que vous dire? Une contribution exceptionnelle, c'est exceptionnel. Et je ne comprends pas pourquoi on s'évertue à rendre non exceptionnelle une fiscalité qui devrait le rester. Donc, avis défavorable. Je vous rappelle qu'en 2012, nous avons créé une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. En 2012. Tellement exceptionnelle qu'elle existe toujours. Donc, l'état de récidive est sévèrement puni par la loi, comme vous le savez. Donc, avis défavorable. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. Madame la ministre, avis défavorable? Défavorable. Je prends que 2 prises de parole parce qu'on a vraiment eu le débat déjà. Merci Madame la Présidente. Ça vous paraît fou de demander une contribution exceptionnelle. Mais de qui parle-t-on? On parle de gens qui gagnent le revenu fiscal plus de 250 000 € par an. Ça veut dire 20 800 € par mois. Ça veut dire 14 fois le SMIC. Ça veut dire qu'ils peuvent, en un mois, avoir le salaire de gens qui gagnent le SMIC en 1 an. Ça veut dire qu'au bout de 1 an, ils peuvent s'acheter un appartement à Marseille. Oui, à Marseille.
C'est de ces gens-là dont on parle et vous pensez qu'ils sont matraqués fiscalement. Eh bien, essayez d'expliquer ça aux gens qui sont à la rue, 300 000 SDF. Mais surtout, essayez d'expliquer ça à tous les retraités, à tous les pauvres gens, à qui vous allez demander des franchises sur chacune des boîtes de médicaments, sur chacune des visites chez le dentiste, sur chaque paire de béquilles qu'ils vont acheter. Eux, ils devront faire des efforts, mais par contre, ceux qui gagnent plus de 14 fois le SMIC par mois, ils n'ont pas d'efforts à faire. Sérieusement, c'est vraiment indécent. Mais... Et Monsieur Brun. Bien, merci Madame la Présidente. Nous avons été nombreux à nous demander pourquoi cet amendement n'était pas tombé. Et en fait, il n'est pas tombé pour une bonne raison. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut le voter, parce qu'il c'est un amendement de coordination avec l'amendement Mattei. Il y a 2 alinéas dans l'article 2 qui concernent les questions de date. Un premier que nous avons modifié en disant qu'on maintient la CDHR jusqu'au rétablissement des finances publiques. Et le dernier alinéa, celui que modifie l'amendement du groupe de la France Insoumise, fait la mesure de coordination. Donc il faut qu'on vote, tous ceux qui ont voté pour l'amendement Mattei doivent voter pour cet amendement-là pour que l'article soit correctement écrit. Très bien, merci. Merci, monsieur le député. Je vais mettre aux voix cet amendement. Il s'agit d'un scrutin public. Je vous demande de regagner vos places. Donc j'ai eu un double avis défavorable, commission, gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 337, exprimé 328, majorité 165, pour 220, contre 108. L'Assemblée nationale a adopté. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2. C'est un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Non, il n'y a pas d'explication de vote sur les articles. Le scrutin est clos. Votant 337, exprimé 304, majorité 153, pour 279, contre 25. L'Assemblée nationale a adopté.